Alors, ben, pour revenir à vous, vous êtes né en Haïti, donc vous, la normale, en Étienne, vous aussi, c'est une pays que de ce que j'ai compris, vous êtes docteur, oui, mais psychiatre. Donc, la psyché et le cerveau humain. Mais ça court dans votre famille parce que vous êtes né presque dans l'hôpital, puisque votre papa était directeur de l'hôpital général d'Haïti. Je suis né dans une famille médicale. Mon père médecin et ma mère infirmière. Et les deux travaillaient ensemble à l'hôpital général, qui récemment a été le site d'une attaque des gangs. Donc, depuis l'âge de 5 ans, je rentrais à l'hôpital avec mes parents pour aller à l'école. Donc, j'ai appris à être au service des autres. J'ai une famille qui prenait soin des autres individus. Et votre maman a dû quitter Haïti avant vous et avant votre père. En fait. Vous avez dit, elle a dû quitter, entre autres, à cause du régime de Duvalier, père, papa, non? Puis elle est venue s'installer au Québec. Oui. Je remercie René Lévesque qui a donné l'abri à beaucoup des Haïtiens dans les années 70 et ma mère était l'une des personnes qui sont rentrées au Québec avec les autres Haïtiens, les professeurs qui ont formé l'UQAM. Donc, elle a pu s'échapper et venir au Québec en 1973, je pense. Oui. Et alors que vous, c'est en mars 1959 qu'il y a Duvalier, en mars 1960, il y a la fermeture de l'université, et vous avez dû vous-même prendre le maquis pendant 6 mois. Oui, j'ai dû laisser Haïti quand notre dictateur, Papadoc, avait fermé l'université, avait mis tous les étudiants hors la loi avec l'ordre de les abattre. Donc, j'ai été dans le maquis pendant 6 mois avant d'avoir un visa pour aller au Mexique où j'ai fait ma médecine et continué la médecine au Mexique et j'ai terminé la médecine au Mexique. Juste peut-être pour les gens ici qui ne savent pas, est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est le maquis? Vous dites? Il y a des gens ici qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le maquis. Vous étiez caché dans... J'ai été caché à des kilomètres de la capitale, à Mirebalais. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire le nom de mes sauveteurs parce que je n'avais pas appris leur nom pour ne pas pouvoir les dénoncer au cas où j'étais attrapé. Donc, jusqu'à ce jour, c'était des amis de ma mère qui m'avaient hébergé pendant 6 mois, que je mangeais, j'ai réglé mes papiers pour laisser Haïti, toutes mes demandes. Ils prenaient soin de moi, mais je ne connais pas leur nom. Pour $1 million, je ne pourrais pas vous le dire. Mais je leur suis reconnaissant. Ils ont sauvé ma vie. Et pendant ce temps, votre maman était venue, elle est restée un peu derrière, mais elle est venue donc au Québec. Votre père, lui, il est resté sur place en Haïti. Oui, je suis retourné au Mexique pour faire une résidence après être venu aux États-Unis pour mon internat en 1968. Donc, j'ai passé 70 à 73 de nouveau au Mexique pour faire une résidence en médecine interne. Et après cela, je suis revenu aux États-Unis. Mon choix de rester au Mexique, où on me donnait la résidence, c'était d'aller vivre à Chiapas, où il y avait besoin de médecins. Mais Chiapas est connu pour ses serpents et ses couleuvres et les choses que je n'aime pas beaucoup. Donc, j'ai décidé d'aller aux États-Unis pour continuer ma carrière médicale. Et c'est là que j'ai été à l'Institut national de la santé. Je suis congénère de Tony Fauci. Je suis rentré à l'Institut national en 1975 pour faire des études en recherche en psychobiologie. Et j'ai continué ma carrière au Maryland pendant 35 ans avant de prendre la retraite en 2003 et venir à Laval en 2004, où je suis depuis une vingtaine d'années. Mm-hmm.
Et on va découvrir comment ça se fait. Hein. On n'est pas là tout de suite. Donc, dans votre parcours, on se retrouve au Maryland. Où vous avez rencontré la femme, la mère de vos enfants. Vous en avez, hein? Oui. Et ce ne sont pas ceux à l'écran. Ceux à l'écran, c'est les Red Hot Chili Peppers. On va expliquer la connexion. Oui. Donc, au Maryland, vous avez travaillé à l'hôpital Johns Hopkins de Columbia, à Baltimore, c'est ça? Oui, j'étais à Columbia. C'était un hôpital qui s'appelait Howard County General Hospital, qui était un hôpital de Johns Hopkins. J'ai été directeur du service de psychiatrie pendant une vingtaine d'années. Et pendant 2 ans, j'ai été président du corps médical qui avait à peu près 350 médecins. Donc, j'étais un workaholic, comme on dit. Je travaillais presque tout le temps. Oui, peu de vacances. Voilà. Oui, et quand je suis arrivé à Laval, j'ai rencontré des amis médecins qui pratiquaient ici et qui me disaient qu'ils prenaient 1 mois de vacances à la fois. Je n'avais jamais entendu ça de médecins aux États-Unis. Donc, la qualité de vie des médecins québécois, lavallois est beaucoup meilleure que celle de nos collègues aux États-Unis. C'est ce que j'ai réalisé. Mais je ne suis pas retourné au travail. J'ai pris la peinture. Et au Maryland, vous avez eu donc des enfants, dont David, qui explique pourquoi on met tout le Red Hot Chili Peppers. Parce que David avait une épisode, vous m'avez bien dit. Et c'est le directeur de ce fameux groupe Red Hot Chili Peppers. Oui. David est un... Oui, les deux sont en Californie. David est un digital graphic artist. Il travaillait pour Hollywood avant que l'industrie ferme. Et le plus jeune, Mark, travaille avec... il est musicien. Il enseigne la musique avec les Red Hot Chili Peppers à Los Angeles. C'est Mark ou David aussi qui est en plus, parce que comme vous, on se limite pas à nageur, professionnel, champion, médaillé. C'est Marc, vous avez le nageur. Oui. Et de Marc, vous avez aussi maintenant des petites filles, donc vous êtes grand-papa. Vous dites? Vous êtes grand-papa, 3 petites filles de Je suis grand-papa, oui. Il y a deux autres filles qui sont au collège. Une est à Vassar et l'autre à Northwest, à Chicago. Et la petite Élodie est encore en secondaire. Oui. Et votre famille est un peu partout aux États-Unis, comme on disait. Il y en a à Chicago, à New York, à Los Angeles. Oui, ma famille est à Los Angeles. J'ai pu aller les voir. Je crois qu'on a une photo de votre famille. Voilà, la photo que vous m'avez envoyée ce matin. Donc, on voit vous. Et à côté, on a Marc et votre petite fille Élodie. C'est bien ça? Oui, Élodie, oui. Et à côté d'Élodie, on a? C'est Jennifer. Ah oui, votre belle-fille. Oui, c'est l'épouse de Marc. Oui. Oui, elle est directrice de l'école de musique du conservatoire de musique avec les Red Hot Chili Peppers. Oui. Et Jane est la suivante, c'est l'épouse de David. Elle est professeure à une école de Los Angeles à Brûlé. Et elle travaille de la maison pour les prochains 6 mois. Oui, en raison des feux qu'il y a eu à Los Angeles, la famille de M. Alex a été affectée. Donc, voilà. Et, mais revenir un peu, ça c'est votre famille au Maryland, mais en 2003, vous étiez célibataire, vous vous apprêtiez à partir en voyage. Oui. Ça, c'est la rencontre de ma conjointe. Oui. Je ne suis pas très religieux. Vous dites? Vous deviez partir en vacances, mais pas en Cuba. Vous deviez aller au Portugal, si je ne me trompe pas. J'étais supposé aller à Belize, seul.
en vacances et mon ami Eddie Royer, dont la peinture se trouve derrière moi, m'avait dit que ça ne valait pas la peine d'aller seul à Belize. Il m'a convaincu d'aller au lieu de Belize, d'aller à Cuba. Et en même temps, Ginette, ma conjointe, était supposée aller au Portugal avec sa mère. Elle a changé ses plans et nous deux, avec des plans changés, nous nous sommes rencontrés à Cuba. Et on ne s'est pas laissé depuis. Mais pour faire un peu plus d'histoire, il y a 400 ans, mon aïeul, Henri Ré, avait été envoyé en Haïti pour rétablir l'esclavage en 1796. En Haïti, il avait rencontré une Madame Villeneuve dont il était tombé amoureux. Donc, 400 ans après, je rencontre Ginette Villeneuve par chance après avoir changé nos voyages. Donc, je ne crois pas au hasard. Et nous, à l'aise, mais bien là, donc, oui, c'est ça. Oui. Alors, ma mère vivait encore à Cartierville en 2004. Elle est décédée en 2005. Quand je suis venu, au lieu d'aller à Cartierville, je me suis installé à Laval et je suis Lavallois depuis 1er juillet 2004. Oui. Et d'ailleurs, on le voit dans une photo qui suit celle-ci. Voilà, la belle Ginette, à qui on voit ce magnifique pèlerinage. Oui. Merci. Donc, et la photo suivante, voir avec des gens qu'on connaît. L'ancien maire qui nous avait reçu sur le voie de l'histoire des Noirs, et je crois que c'est madame Jocelyne Frédéric Gauthier, qui vous avez reçu justement à la mairie dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Impliqué depuis longtemps, même si, comme on le dit, vous dites vous-même, vous êtes un snowbird, parce que vous détestez l'hiver, probablement plus que les serpents. Parce que même avec un canic, vous partez toujours en Floride l'hiver. C'est seulement depuis les 3 dernières années. Au début, j'ai ma photo où je dansais dans la neige. Et mes amis me disaient, après 10 ans, tu nous en parleras. Alors, mais là, c'est à cause de mon dos. J'ai des vertèbres qui sont dégénérées, des problèmes de genoux. Et l'hiver, c'est très difficile pour moi, à part d'autres problèmes médicaux. Donc, je fuis l'hiver. Depuis 3 ans. Oui. Pour recevoir en personne, mais avec des bancs de neige et votre santé, justement, c'est un peu la raison pour faire une impression de sécurité là où il y a de neige. Et vous pouvez circuler. Ça vous amène maintenant à votre pause. Comme vous dites, vous n'avez jamais pratiqué la médecine ici. Vous faisiez partie déjà des 900 psychiatres à l'échelle mondiale qui se spécialisent en biopsychologie. Biopsychiatre. Je m'excuse si je me trompe. Vous me corrigez. Et ici, vous avez dit que vous ne vouliez pas pratiquer la médecine, mais vous avez choisi de pratiquer le bien-être et le soin des autres avec la peinture. Oui. C'était ma façon de partager la culture et de prendre le soin des gens qui avaient besoin d'une activité. Donc, je prescrivais la peinture comme thérapie et je l'ai appliqué à moi-même à la retraite. Donc, le groupe, la mission, c'était de divulguer la peinture haïtienne, l'art haïtien, non seulement la peinture, mais aussi la littérature. Nous avons des écrivains qui font partie des artistes de réminiscence. La librairie Kepka, qui est la seule librairie créole que je pense au Canada et en Amérique, qui est une source de référence pour les livres en créole, participait avec nous. Et pendant le mois du créole, nous faisons les 3 choses de la culture. Nous
nourriture, nous distribuons des akra, qui est typiquement haïtien, des pâtés haïtiens, la musique haïtienne. Nous avons des musiciens qui ont toujours participé avec nous pendant le mois du créole, et les peintres et les écrivains. Donc, ça fait un complet de la culture haïtienne que nous présentons pendant le mois de l'histoire des Noirs. Le mois de l'histoire des Noirs en février et le mois du créole haïtien en septembre, c'est bien ça. Oui. Et quand vous parliez justement de toutes ces activités, vous avez commencé dès votre arrivée au Presse, donc en 2005, à peindre. J'ai pas compris. Vous avez commencé votre carrière, parce qu'avant, vous collectionniez des œuvres d'art haïtiennes, mais maintenant, en 2005, vous avez dit qu'à ce moment-là, vous êtes mis, vous, à peindre, commencer à faire de l'art et non plus juste collectionner. Oui, c'est en 2005. Et c'est encore mon ami, mon ami Eddie Royer, qui m'avait dit qu'il savait que je faisais des dessins. Il m'a dit, pourquoi tu ne viens pas prendre des leçons avec nous, avec le professeur Halil Antoniadis. Il m'a dit que c'est l'un des meilleurs profs qu'il avait rencontré. Et c'est en 2005 que j'ai commencé à faire de la peinture. Donc, j'ai tranquillement pris les pinceaux et je ne les ai pas lâchés jusqu'à cette année. Et on a commencé à faire des expositions un peu partout. Le groupe a été très actif, oui, avec beaucoup de voyages. 3 voyages à Cuba. Oui, 3 fois. Oui. Et au célèbre musée McCord, qui n'est pas rien, parce que pour pouvoir exposer au musée McCord, c'est un des premiers que vous avez investi d'ailleurs. Vous disiez, c'est parce que les gens vous connaissaient de par votre renommée. Au musée McCord, c'était avec l'UQAM, quelqu'un que vous avez parrainé, le directeur du service. Oui, oui, oui. Et nous avons été à New York, au musée Schomburg, à Détroit aussi. Nous avons exposé à Détroit, un peu partout, et surtout à Magog, au musée d'Arnaïf, qui nous a accueillis. Donc, le groupe a été très actif, mais nous sommes arrivés, nous sommes des octogénaires, et ça prend une relève. Nous avons perdu 5 de nos artistes au cours des dernières années. Et on ne rajeunit pas. Donc, je suis content d'avoir une présidente par intérim, Rosemary Lafontaine, qui fait un travail fantastique et qui va maintenir le groupe vivant. Et j'aimerais qu'on explique aussi, c'est vous qui avez créé cet organisme et qui avez changé le nom, Artistes de la Réminiscence. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Alors, moi, en arrivant au Québec, j'ai aimé la devise du Québec qui est « Je me souviens ». Et pour le mettre en un seul mot, c'est réminiscence. Notre groupe, réminiscence, ça veut dire « je me souviens ». On se rappelle des choses qu'on a laissées en Haïti et les peintures, nos peintures reflètent l'art haïtien, les paysages, et c'est la majorité du groupe. Bien qu'il y ait des artistes contemporains qui font de l'abstrait, d'autres choses. En général, nos peintures reflètent le passé. C'est le « je me souviens », c'est pour ça qu'on a nommé le groupe Réminiscence. Et dans ce groupe, comme vous dites, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'expérience maintenant, mais il n'y a pas que des artistes de la peinture ou du dessin, il y a aussi deux sculpteurs, il y a des écrivains aussi. Oui, nous avons des écrivains. Gary Klein est un de nos écrivains qui est prolifique. Il a été traduit en plusieurs langues. Alain Saint-Victor, qui fait partie de notre groupe, qui est sur le conseil d'administration. Il y a mon ami Vertus Saint-Louis, qui est un professeur d'histoire aussi, comme Alain Saint-Victor, qui a voyagé et qui produit beaucoup sur l'histoire des Noirs, surtout sur l'esclavage. Il a écrit beaucoup d'ouvrages sur la traite des Noirs. Et j'ai une cousine, Carmel Saint-Gérard, qui fait partie du groupe, qui est écrivain,
qui fait de la poésie. Henriot Saint-Gérard est un autre poète. Et dans notre groupe, qui est peintre, aussi bon avec son pinceau qu'avec sa plume, on l'appelle Tchout, mais c'est Louis-Marie Célestin qui est aussi écrivain. Et vous n'êtes pas tous que haïtiens, il y a des membres de d'autres endroits parmi votre groupe, ou vous êtes seulement que des haïtiens d'origine? J'ai pas compris. Les membres du groupe viennent-ils tous d'Haïti, ou vous êtes d'un peu partout? Où je suis? Les membres de Réminiscence sont-ils tous haïtiens? Non, non, non. On est ouvert on ne discrimine pas. Ma conjointe est québécoise lavalloise. Elle fait partie du groupe et elle est aussi trésorière du groupe. Nous avions des artistes du Mexique et notre prof est libanais, grec. Donc, on a un peu de tout dans le groupe. C'est ouvert à tout le monde. C'est pas exclusivement haïtien. Et c'est ce que vous avez toujours prôné depuis le début de votre carrière. Si je me rappelle bien, même au Mexique, vous étiez président des étudiants étrangers, même si vous ne parliez pas espagnol. Donc, comment est-ce qu'on fait? Oui. Même si à l'époque, vous me disiez que vous ne parliez pas couramment espagnol. Oui, je suis arrivé au Mexique sans le langage. Alors, j'ai été chanceux. J'avais un professeur, le professeur Quiros, qui avait étudié en France et qui connaissait l'anatomie, le testu, le livre d'anatomie, le connaissait. Et il m'avait permis de faire mes leçons pour les premiers 2 mois en français et en apprenant l'espagnol en même temps. Il m'avait dit, ne va pas vivre avec les Haïtiens, tu n'apprendras jamais l'espagnol. Donc, j'ai vécu avec une famille mexicaine, espagnole, et je n'entendais que de l'espagnol. Ça m'a pris 2 mois pour m'acclimater. Et là, l'espagnol m'est aussi facile que le français, je pense. Oui. Oui. Et dans votre pratique privée ici, vous étiez ouvert à traiter des gens d'un peu partout, dans plusieurs langues. J'imagine que ça vous a beaucoup servi de pouvoir parler toutes ces langues. Oui, je n'ai pas pratiqué pendant mes études au Mexique. J'avais appris le russe pour traduire des manuels russes à l'espagnol, mais je n'ai pas pratiqué, ça fait 40 ans. Et je faisais un peu de portugais et d'italien. Ça prend de la pratique. Ça se ressemble à l'espagnol, mais c'est pas l'espagnol. Donc, je reste avec le créole, français, anglais, espagnol. Oui. Et pour en revenir à tout ça ici, il y a quelque chose que vous m'avez confié, c'est qu'une fois arrivé au Québec, beaucoup de gens voulaient vous aider comme médecin, mais vous avez toujours refusé de pratiquer ici. Je vais le dire, mais on est bien bienveillant. Vous m'avez dit c'est parce que vous détestiez le système, vous n'auriez jamais pu pratiquer au Québec. Sinon, vous nous seriez pris la tête avec le ministre chaque semaine. Je suis de la vieille école. J'ai décidé, comme je disais, pour moi, la médecine, c'est un sacerdoce. Et je me vois comme un prêtre. On ne peut pas appeler un prêtre à 2 heures du matin pour l'extrême onction et il va dire, ah non, c'est pas dans mes fonctions, mon syndicat ne me l'interdit. J'ai cessé de travailler même aux États-Unis. Ça a été la cause de ma retraite. Quand je travaillais à l'urgence et on a commencé avec ce qui est le managed care, qui est une médecine qui est commerciale, et j'avais des médecins, de jeunes médecins, qui me disaient, un patient est dans l'urgence à 4h30 et moi je finis à 4h30, je vais pas le voir. Et dans mon temps, j'appelle la maison pour dire, je ne vais pas arriver à temps pour souper. C'était ma façon de voir, le patient venait d'abord. Alors, pour moi, quand j'ai vu le système qui est presque aussi industrialisé avec des temps partiels, et les patients ne sont pas la priorité, c'est les droits des médecins qui sont
plus réservé que je pense. À mon avis, mon humble avis, les droits des médecins, des travailleurs de la santé sont plus importants que le patient lui-même. Donc, c'est ma façon de le voir. C'est peut-être erroné, mais c'est ça. Et c'est pour ça que je suis ici. Je ne pouvais pas avoir un rendez-vous avec mon propre médecin pour 2 mois. Quand j'arrive ici, j'appelle. En 24 heures, j'ai été suivi. Donc, et pour ma conjointe aussi, qui avait des problèmes de genoux, j'ai appelé Johns Hopkins. Le lendemain, on a pris l'avion, elle avait un rendez-vous. Donc, le patient est important et je pense que la différence aux États-Unis, il y a beaucoup d'avocats. On les appelle des chasseurs d'ambulance qui suivent tout ce qui va mal avec les médecins et poursuivent les médecins. Pas pour 2000, 3000 piastres, pour 1 million, 3 millions, d'être que quelque chose arrive. Donc, la médecine est très différente ici. Donc, c'est ça qui m'a pas encouragé à reprendre. À part de ça, mais mon style de travail qui aurait été d'abandonner ma Ginette Villeneuve à Laval pour être à l'hôpital. Donc, ça aurait repris le mauvais chemin. Oui. D'accord. Oui. J'ai beaucoup aimé, je vous l'ai dit que j'allais vous citer. Hein. Alors, vous m'avez dit quelque chose de très beau, que pour vous, comme vous disiez, la médecine, c'est comme un sacerdoce. C'est on se sacrifie notre vie pour les autres. Et une fois arrivé au Québec, vous avez choisi de faire cet acte de redonner à la collectivité en étant bénévole dans ce qui élève comme l'art et la littérature qui élèvent l'âme humaine. C'est ça, oui. C'est une façon de donner. Moi, je crois que quand on a beaucoup reçu, il faut donner aussi un retour. Donc, on fait quelque chose pour donner aux autres et quelque chose qui soulève l'âme, qui donne de l'espoir. C'est ma façon de voir. Mais on en a parlé un petit peu avant de commencer. Les gens se suivaient après. Donc, votre bénévolat à Laval, c'est beaucoup manifesté auprès de SCAMA, nous sommes en ce moment. Vous êtes impliqué sur le comité citoyen. Je suis désolée pour ceux qui ont dû vous entendre. Je vais vous inviter à nous parler un peu de ce que vous avez fait avec SCAMA au fil des dernières années. Avec SCAMA, oui. S'il vous plaît. Oui. Alors, avec SCAMA, ce que j'ai fait, c'est vraiment participer aux réunions du comité citoyen et participer aux discussions aussi contre le racisme, parce que j'avais travaillé beaucoup dessus en psychiatrie aux États-Unis. J'avais participé à une réunion avec les psychologues qui travaillaient avec la ville de Montréal et qui avaient été déçus parce que leur rapport n'avait pas été vraiment pris au sérieux. Mais je comprends exactement les... Oui. Il y a un écho. Oui, je comprends les psychologues. Ils n'ont pas eu de suivi. C'est parce que le chef de police en général, ils veulent faire un tri pour éviter d'enrôler des agents qui vont faire du profilage, qui sont racistes. Même avec un examen psychologique, il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas conscients dans leur subconscient qu'il y a du racisme. C'est difficile de l'éviter. Donc, c'est un travail difficile pour les chefs de police de contrôler le profilage. Ça a été ma participation. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, Claudia me disait que justement l'an dernier, vous avez donné une conférence sur le racisme sur le musée Armand Papier avec SCAMA. Et cette vidéo est disponible sur Internet si vous voulez la regarder. Là, je vais vous emmener à me parler un peu de votre adoption de la culture québécoise grâce à Juliette. Vous m'avez parlé que vous écoutez du Red Chili Pepper, tu vas dire comprendre, mais que vous aimiez beaucoup lire des auteurs québécois, comme Patrick Sénécal. Qu'est-ce qui vous attire dans la littérature de Patrick Sénécal? Qu'est-ce qui m'a?
Si vous attire. Dans la Vous m'avez littérature, parlé le seuil, les civilisés, vous m'avez dit que c'était des œuvres que vous avez marquées. qu'est-ce qui m'a je n'ai pas trop compris. Qu'est-ce qui m'a marqué dans Le seuil de Patrick Sénécal et les civilisés. non. Non? Alors, vous parliez donc aussi de Jean-François Lisée, de Pierre Paglia. Vous disiez que leur style d'écriture vous plaisait beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? J'entends, mais j'ai de la misère à comprendre la question. Pardon. Je vous emmène sur le terrain de la littérature québécoise que vous m'avez dit avoir adopté et beaucoup aimé. Donc, vous aimez les écrits qui sont marqués, qui ont une certaine couleur de prise de parole, ce qui m'emmenait aussi à me demander, vous en a touché quelques mots, vous êtes-vous pas impliqué en politique? Oui, oui. Je lisais André Sénécal, qui est. Oui, c'est ça, c'est Sénécal que je lisais. Il avait écrit sur le seuil, qui s'adresse à la partie religieuse, aux superstitions, et il fait une étude psychologique assez profonde de ces sujets. Il a aussi écrit sur l'exil et le retour à la civilisation. Donc, c'est un de mes écrivains québécois favoris, Sénécal. Oui. Vous m'avez aussi parlé de Pierre Foglia. Oui, Foglia, il n'écrit plus, il n'est plus au journal, mais j'aimais son style. C'est un style spécial. Et oui, c'est ça. Il me manque dans le journal. Mais il y a Jean-François Lisée qui fait aussi bien, que je n'ai pas revu sur les mordus de la politique. Il y a de bons écrivains québécois. Oui. Docteur Alix, vous n'êtes pas allé en politique. Vous dites? Vous n'êtes pas impliqué en politique. Vous avez choisi de ne pas faire de politique. Je vous demandais pourquoi. Vous demandiez pourquoi? Oui. J'ai perdu une moitié de la question. Pourquoi vous n'êtes pas allé en politique? Pourquoi? Vous n'êtes pas allé en politique. Pourquoi je ne suis pas en politique? Ah, ça c'est une bonne question. Quand je terminais la secondaire, j'étais enclin d'aller en politique en Haïti. Et mon parrain était médecin, mon père médecin. Je pensais que j'étais forcé de suivre dans leur chemin. Mais j'étais un peu rebelle. J'ai dit à mon parrain, je vais aller en politique. Et l'école des hautes études supérieures, qui était l'entrée pour la diplomatie et la politique, m'avait offert une bourse parce que j'avais fini la philo avec de bonnes notes. Alors, je consulte mon parrain, le docteur Martial Bourran, et je lui dis, parrain, je suis en train d'hésiter entre la médecine, les hautes études, la politique. Alors, il m'a dit, tu veux rentrer en politique? J'ai dit, ben, assurément, je vais changer le pays. Il m'a dit, est-ce que si ta mère était candidate à la présidence et était ta compétitrice, est-ce que tu la ferais tuer? Alors, je l'ai regardé, je lui ai dit, t'es malade, je ne tuerai jamais ma mère. Alors il m'a dit, oublie la politique, c'est pas ton champ, c'est un champ difficile, va en médecine, tu prendras soin des gens et tu seras très heureux, tu seras content et tu pourras dormir tranquille. Et c'est ce que j'ai suivi son conseil. Je ne m'en repens pas. J'ai évité la politique un peu partout. Quelle est votre soupe préférée? Ma soupe préférée, c'est celle que vous allez servir aujourd'hui. Et ma soupe joumou. Et on dit en créole, n'a tué chouchou, vous me donnez l'envie de manger, de me rendre par télé pour partager avec vous. C'est la soupe joumou. Bon appétit. Merci, je suis contente de voir vous. Vous auriez été à la disposition. Merci. Donc, je vous invite tous
à déguster du menu qui a été préparé par notre chef. Ça. Donc, qui a été préparé par notre chef Julie ce matin. Donc, une belle soupe directement faite mais avec une recette haïtienne qui est la soupe préférée du Cantoré et qui est, donc, je vous laisse, c'est une soupe traditionnelle qui est généralement, ça veut dire, attendez, je m'enlève du milieu, qui est, c'est le début d'année, donc les festivités de cette année. Donc, la soupe est chaude, donc, c'est la soupe de l'indépendance, exactement. Merci de la précision. La soupe contient du bœuf. Donc, faites attention quand vous allez manger. Il y a des bouts et bons cubes de bœuf. C'est très tendre. J'ai eu le plaisir, le privilège d'en goûter tout à l'heure. Monsieur Ray, on vous regarde. On se met au congélateur pour vous. Faites pas, notre en essai. Tout ça, c'est fait par nos compatriotes. Donc, bon appétit, bonne dégustation à tout le monde. Merci à tous d'avoir été là.